Merci. Merci pour cette invitation. Pour moi, c'est un vrai plaisir à chaque fois de venir au Maroc. Et c'est vrai que les 2 dernières sessions de CASA étaient virtuelles. Et c'est une sacrée frustration pour nous tous, je crois. Exactement. Donc, je suis vraiment très, très content d'être là. Donc, on m'a demandé de parler des taches pigmentaires du nourrisson et de l'enfant. Et c'est un sujet qui, je trouve, est toujours compliqué à aborder. Est-ce qu'on fait des cas cliniques? Est-ce qu'on part de situations cliniques? Est-ce qu'on fait des catalogues? C'est toujours un peu complexe. Et puis, il faut voir aussi de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de noir sur blanc sur noir, de noir sur noir, de noir sur blanc? C'est très, très compliqué d'aborder cette thématique. Alors, juste un piège, quand vous faites des photos, et je suis très content d'en recevoir, faites attention. Ça, c'est quoi? C'est juste une ombre, ouais. Donc, faites attention quand vous envoyez des photos parce qu'on peut se tromper. Donc, on va voir un peu toutes ces pathologies. Et parfois, le noir devient blanc. Ce sont des halonévus de Sutton sur un gros névus congénital. Et cette mèche blanche était assez marrante puisque c'est une enfant qui est née avec une mèche noire et cette mèche noire est devenue blanche. Et j'ai été jusqu'à la biopsie. En fait, on retrouvait du mélanocyte et c'est un phénomène de Sutton dans le cuir chevelu. Et donc, on a la mèche noire s'est transformée en canicie, c'est-à-dire en mèche blanche. Donc il y a tout un vocabulaire et vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce vocabulaire. On va parler de mélanose, mélanodermie, hypermélanose, hypermélaninose, hypermélanocytose, hyperpigmentation, mélanonychie. Tout ça, c'est de la pigmentation anormale et on va les voir au fil de ces 20 minutes. Donc quand vous êtes devant une hyperpigmentation, vous devez vous poser plusieurs questions. Déjà, est-ce que c'est sur peau pigmentée ou est-ce que c'est sur peau claire? Ça, en général, on a la réponse tout de suite. Parce que tout ce qui va être un peu inflammatoire, tout ce qui va être orangé va devenir sombre sur une peau pigmentée. Et donc, ça peut être très, très trompeur. Sur peau claire, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que c'est acquis ou est-ce que c'est congénital? Là aussi, le raisonnement va être très, très différent. Une pigmentation qui apparaît à l'adolescence ou une pigmentation qui est présente à la naissance, ce sont des pathologies évidemment très, très différentes. Et est-ce que cette pigmentation est systématisée ou non? Systématisée, c'est-à-dire est-ce qu'elle va suivre des lignes embryonnaires? Est-ce qu'elle va être en patch? Comment elle se présente? Et à partir de là, vous pouvez rapidement aboutir à tous les diagnostics. Donc sur l'analyse sémiologique, vous allez réfléchir à la couleur. Est-ce que c'est marron? Est-ce que c'est orange? Est-ce que c'est noir? Quelque chose qui est noir va orienter vers une origine mélanocytaire. Quelque chose qui est plus clair va orienter vers d'autres pathologies. Est-ce qu'il y a des anomalies des annexes? Les annexes sont les ongles et les cheveux. Est-ce qu'il y a des signes associés? Le signe de Darry, on va le voir, qu'on voit dans 2 dermatoses hyperpigmentées. Une que vous connaissez, qui est la mastocytose, et une autre que l'on va voir. Donc, comment c'est réparti sur le corps, localisé, généralisé, systématisé ou non? Est-ce que c'est acquis ou congénital? On l'a déjà dit. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent orienter vers des maladies systémiques? Alors, un point important, sur peau pigmentée, toute inflammation donne une hyperpigmentation. Là, à gauche, vous avez une dermatite atopique qui se présente par une lésion hyperpigmentée cervicale. Ce n'est pas du tout inflammatoire comme on le voit sur peau claire. Et à droite, c'est une périartérite noueuse. Et en fait, c'est un enfant qui avait des nouures, donc quelque chose d'inflammatoire, de rouge, et qui, sur peau pigmentée, était marron. Donc il faut vraiment vous poser la question, est-ce que c'est inflammatoire? Et ça, c'est très simple à voir. Hein. Vous connaissez le signe de la vitropression, vous appuyez dessus. Si la pigmentation disparaît, c'est qu'il y a de l'inflammation et donc de l'érythème. Alors que la vraie pigmentation ne va pas disparaître. Dans les hyperchromies, il y a trois grandes étiologies. D'abord, l'hyperprolifération cellulaire, avec 3 cellules qui donnent des pigments. Le mélanocyte, le kératinocyte et le mastocyte. Et le mélanocyte donne une pigmentation soit par synthèse anormale de mélanine, soit par prolifération mélanocytaire. On parle dans le premier cas d'une hypermélaninose et dans le deuxième cas, si c'est les mélanocytes qui prolifèrent, d'hypermélanocytose. On peut avoir des dépôts de pigments, l'hémosidérine par exemple. Dès qu'on a une inflammation chronique, on va avoir une pigmentation un peu pigmentée, qu'on voit très bien sur les peaux d'origine africaine et asiatique, une pigmentation qui va durer, et c'est souvent par dépôt d'hémosidérine, de fer dans la peau, qui va s'atténuer avec le temps. On peut avoir des dépôts de mélanine, on l'a déjà vu, on peut avoir une ochronose, et ça on ne le voit pas tellement chez l'enfant, on va l'avoir plutôt chez l'adulte. Notamment, vous voyez cet exemple de femmes qui se mettaient des crèmes dépigmentantes, et qui vont donner des dépôts de pigments par dépôt d'hydroxychloroquine qui va déclencher une ochronose secondaire. Les médicaments peuvent aussi donner des hyperpigmentations, telles que l'hydroxychloroquine, les cyclines. Les cyclines, méfiez-vous, les cyclines au long cours, notamment dans l'acné rosacée ou dans l'acné de l'enfant, peuvent donner des hyperpigmentations qui sont très, très difficiles à faire disparaître. Enfin, et c'est peut-être le plus simple, on a des pigmentations exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur. La sueur peut être pigmentée, on peut avoir des pigments extérieurs.
Voici des exemples d'hypermélaninose et d'hypermélanocytose, les éphélides, les taches de rousseur. C'est une synthèse inappropriée de mélanine sur des zones photo-exposées, photo-déclenchées. Et on a à l'inverse les lentigines, qui est une hypermélanocytose. On va voir, bon, là, pour l'exemple, c'est un syndrome léopard, mais un névus est une hypermélanocytose amartomateuse. Et on a plus complexe la tache alvéolaire parce qu'on a une hypermélaninose, mais avec des macromélanosomes. Donc là, ça devient compliqué. Mais c'est pas grave. Et là, il n'y a pas de photosensibilité, ça ne va pas augmenter à l'exposition solaire. Donc d'abord, éliminer une hyperpigmentation exogène. Et ça, je vous le dis parce qu'il n'est pas rare qu'on m'envoie des cas pour ça. Vous allez voir des cas qui vont vous faire sourire, un cas qui va vous faire sourire. Et c'est ce que j'appelle le test de la compresse. C'est pas compliqué, hein. Vous mettez sur une compresse de l'eau ou une solution alcoolisée, vous frottez. S'il y a du pigment, c'est que c'est exogène. Hein. Une hypermélaninose, une hypermélanocytose ne disparaît pas. Alors tout d'abord, il y a la crasse. Alors pour être moins agressif, on va parler de dermatose saponiprive ou de dermatose en terre sèche. Ça s'appelle de la crasse. Et ça part très bien à l'eau ou solution hydroalcoolique. Ça, on me l'a envoyé. C'était une petite qui avait joué avec du henné. Alors, c'était pas du henné classique, hein, dans une belle distribution comme vous savez le faire, mais c'est pas une demande qui venait du Maroc, celle-là. Et celle-là était un peu plus intéressante parce que c'est une pigmentation de la sueur. Donc c'est exogène, ce ne sont pas les cellules. Et là, on distingue deux types de sueur. La sueur qui est spontanément pigmentée, c'est ce qu'on appelle la chromhydrose. On peut le voir par exemple avec la rifampicine. Et les pseudochromhydroses, c'est le cas de cette petite, c'est-à-dire que la sueur est de couleur normale et elle va s'oxyder avec à cause d'agents exogènes qui peuvent être des cosmétiques. Et là, a priori, c'était plutôt bactérien chez cette petite. Et ça disparaît en général avec le temps. Et c'était intéressant parce que cette petite, on la nettoyait, ça disparaissait. Le test de la compresse que je vous montre, c'était elle. Et 2 heures après, elle avait le même aspect pigmenté du nez et du visage. Donc ça, c'est assez simple, hein, le test de la compresse. Éliminer une hyperpigmentation physiologique, parce qu'il y a beaucoup de tâches physiologiques. Alors, deux exemples, hein, le mamelon surnuméraire, que vous savez facilement identifier. Mais là encore, il y a quelques semaines, je vois un enfant qui avait, à l'évidence, un petit mamelon surnuméraire. Je lui demande, tu sais ce que c'est ça? Oui, c'est une tache de naissance. Oui, mais appelez-le, hein, c'est un mamelon surnuméraire. Alors, en principe, il n'y a pas de bourgeon mammaire, mais il semble que ça puisse se voir chez les jeunes filles. Donc, soyez vigilants quand même. On a d'autres lignes qu'on va voir notamment chez les enfants métis, ce qu'on appelle les lignes de Futcher-Voigt. Et en fait, ce sont des lignes embryonnaires qui vont être le reflet de variations pigmentaires, qui vont être sur la face antérieure des bras, qui vont être sur la face antérieure du tronc. On a quelques lignes physiologiques comme ça qui donnent des pigmentations qui vont apparaître avec le temps. Je pense qu'elles sont présentes à la naissance, mais non visibles parce que les mélanocytes n'ont pas été stimulés. Une autre pigmentation physiologique, hein, sur les peaux pigmentées, les muqueuses peuvent être pigmentées, la langue peut être pigmentée, les ongles, on le verra après, peuvent être pigmentés, et on a différentes localisations, comme la face antérieure du poignet. Vous voyez en bas à droite, on a une hyperpigmentation folliculaire plus une hyperpigmentation achilléenne. Tout ça, c'est physiologique et ça ne justifie pas d'exploration. Première problématique pour vous, la tache pigmentée unique congénitale. Et là, il y a la discussion de la tache café au lait. Tout de suite, on pense à la neurofibromatose versus le névus congénital. Et tout de suite, on pense mélanome. Donc, on s'oriente vers 2 pathologies possiblement problématiques. La tache café au lait, c'est café au lait. Hein, c'est marron très clair, c'est très bien limité. On peut en avoir une, plusieurs. La bordure est bien régulière. Ça peut se situer sur tout le corps. En général, le visage est épargné. Méfiez-vous, ça peut être acquis, hein, les taches café au lait. Les grandes taches café au lait peuvent apparaître avec les premiers mois de vie. Et ça apparaît progressivement en cas de neurofibromatose. À l'inverse, le névus congénital, alors là on va parler des névus congénitaux plutôt de grande taille, ceux qui vous interpellent, hein, pas la petite pigmentation, pas le petit névus congénital. La taille peut être variable, hein, je vais vous montrer des exemples de névus congénitaux géants, mais souvent on a des tailles intermédiaires qui peuvent nous poser des problèmes. Ça peut là aussi se situer sur tout le corps. Ça peut toucher le visage, qui peut être socialement épouvantable, évidemment. C'est clair à très noir. Quand c'est très noir, c'est pas une tache café au lait, c'est un névus. C'est souvent bien limité, ça peut être papuleux dès la naissance, avec des poils très précocement, et ça peut apparaître pas les névus géants. Et on peut avoir dans les névus géants des lésions satellites, ce qu'on ne voit pas avec les taches café au lait. Donc voilà, là on est dans des exemples caricaturaux. Hein, la tache café au lait à droite, la belle couleur café au lait, bien limitée du bras, et là un névus congénital frontal. Alors cette petite, je viens de la revoir, il est toujours discuté de l'opérer ou pas l'opérer, mais c'est une intervention qui va être très très compliquée, donc pour l'instant il n'est pas prévu de l'opérer.
Pour la neurofibromatose, vous allez chercher des arguments, parce que c'est vraiment ce qui interpelle et ce pourquoi souvent on m'interpelle. Donc, on a vu les aspects de la tache café au lait. On va avoir des lentigines qui sont des taches café au lait de petite taille qui vont prédominer sur les plis, notamment axillaires, inguinaux, mais sur tous les plis. Ça peut être sur tout le corps, et on va chercher d'autres signes qu'on va voir en photo, notamment des neurofibromes plexiformes, qui sont des grosses tumeurs, et des nodules de Leach qui vont apparaître avec le temps, qui peuvent apparaître dans les premières années de vie, qui sont ces petits amartomes pigmentaires, des petits neurofibromes iriens. Donc voici des exemples qui ne posent aucun problème diagnostique. Ces enfants sont couverts de taches café au lait, ça ne peut être rien d'autre qu'une génodermatose, et en priorité la neurofibromatose de type 1. Voici des formes plus grandes. Alors celle-là, elle est un peu atypique parce que vous voyez cet aspect, je vous ai dit que les taches café au lait étaient classiquement bien délimitées, celle-là est émiettée, mais ce petit était couvert de taches café au lait, de grande taille, de nombreuses lentigines, il en avait plus de 6, et il m'était adressé pour un retard des acquisitions. Le diagnostic de neurofibromatose n'avait jamais été posé alors qu'il devait avoir 10-12 ans. Il était dans des centres spécialisés. Et là, on est sur 3 neurofibromes plexiformes. Les tumeurs dites, je crois, c'est royal, mais qui est un vilain terme, mais c'est ces tumeurs un peu monstrueuses qui peuvent se transformer à l'âge adulte en sarcome. On peut avoir des neurofibromes plexiformes qui se présentent sous la forme de taches café au lait qui vont devenir pileuses. Et quand en biopsie, c'est un neurofibrome. Et le plus souvent, ce qu'on voit apparaître plutôt vers l'adolescence, ce sont ces petits nodules qui sont des neurofibromes dermiques qui signent la neurofibromatose. Ceux-là sont un peu embêtants. Et récemment, j'ai vu un jeune adulte qui venait me voir, un jeune adulte d'origine africaine, parce que ça peut s'enlever par le laser, par la chirurgie. Mais sur peau pigmentée, on ne va pas le faire parce qu'il y a un risque de kéloïde. Donc c'est un peu compliqué à prendre en charge, mais ça peut se prendre en charge. Une tache, un névus achromique, une tache dépigmentée ne va pas contre une neurofibromatose, ça se voit dans la neurofibromatose. Alors on a d'autres petits signes comme des xanthogranulomes juvéniles qui peuvent se voir dans la neurofibromatose, comme des angiomes plans qui sont en fait des neurofibromes sous des formes angiomateuses. Voici d'autres cas avec, vous voyez très précocement, c'est un neurofibrome plexiforme ici. Donc les critères de NF1, on va passer rapidement dessus. Vous savez, en général, chez le petit, c'est plus de 6 taches café au lait, d'au moins 5 mm. On a d'autres signes comme les lentigines, les nodules de Leach, les nodules plexiformes. On a des signes radiologiques, notamment au niveau des vertèbres. On peut avoir des signes à l'IRM, comme un gliome du chiasma qui signe quasiment la neurofibromatose, mais aussi ce qu'on appelle des ovnis, des objets brillants non identifiés qui sont assez spécifiques de la neurofibromatose. Donc, est-ce qu'il faut faire un bilan? Parce que c'est la deuxième question que vous vous posez. Est-ce qu'il faut faire un bilan et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand on suit les experts, ils disent qu'il ne faut pas en faire. Mais quand vous allez dans le service des experts, ils en font tous. Donc, il y a toute une ambiguïté. Dans les recours, il n'y a pas de raison d'en faire, sauf point d'appel. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'absence de symptômes, il n'y a pas d'urgence. Personnellement, je le fais à l'entrée au CP, parce que ce qui va être important à détecter à l'entrée au CP, ce sont des troubles des acquisitions, qui vont justifier d'un accompagnement de l'enfant, pour qu'il ne soit pas en retard scolaire. Par contre, dès qu'il y a des signes d'orientation, comme une grosse scoliose, un retard précoce des acquisitions, un enfant, par exemple, qui tombe facilement, ça peut être un signe de gliome du chiasma, donc on va faire des explorations très précocement. Donc, quand s'inquiéter, parce que c'est l'autre question, vous avez un enfant qui a une tache café au lait, 2 taches café au lait, il n'y a pas d'urgence à faire le diagnostic, vous le revoyez 6 mois, 1 an après, il n'y a pas d'urgence. S'il développe sa neurofibromatose, ça peut attendre les explorations, donc patience, rassurez-les, dites qu'il n'y a aucun argument, et comme de toute façon vous le suivez, vous êtes vigilant sur l'apparition de nouvelles taches ou de lentigines. Ça, c'est une neurofibromatose segmentaire qui ne justifie d'aucun bilan. Donc on a donc c'est un peu à part, mais des hyperchromies chromogénitales systématisées. Alors, je suis désolé, c'est pas la plus jolie. Souvent, vous avez des lésions qui sont sur le tronc, bien démarquées par la ligne médiane, souvent un peu émiettées. Alors, en l'absence d'autres points d'appel, on ne fait pas de bilan sur des phacomatoses pigmentaires pour lesquelles finalement il n'y a rien à faire, sauf si vous avez une hypertrophie de membre, sauf si vous avez des anomalies à l'examen général. Deuxième lésion, le névus congénital. Donc là, vous voyez, c'est une lésion beaucoup plus pigmentée, noire. La couleur, on l'a vu, ça peut être n'importe où sur le corps. Plus ça va être profond, plus ça va être sombre. Et on va jusqu'au névus bleu, c'est-à-dire que c'est plus noir, c'est bleu. Il n'y a pas de signe associé en cas de névus congénital, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites des biopsies sur des grands névus, on se rend compte qu'on a du névus dans le muscle, voire dans les ganglions satellites. Donc, il ne faut surtout pas le faire. Et donc, le danger, il y en a 2, c'est esthétique et le risque de transformation en mélanome. Plus le névus est grand, plus le risque de transformation est important.
Donc tout ça va se discuter, c'est un peu une discussion de spécialistes. Si vous avez un doute, vous l'adressez à un service de dermatologie pédiatrique pour discuter du dossier. Celui-là, par exemple, a été enlevé. Pourquoi? Parce qu'il avait un névus très inhomogène. C'est assez simple à enlever, il va avoir une petite cicatrice. Celui-là, on ne va pas y toucher. Pourtant, c'est un névus congénital géant. Mais les conséquences esthétiques sont nulles. Le risque de transformation, on est sur une zone photoprotégée, est très faible et on va le surveiller point barre. Celui-là, il n'y a aucune raison de l'enlever. Sauf, éventuellement, on se dit, il est très sombre, il est un peu inhomogène, il est sur une zone difficile à surveiller puisqu'on est sur la fesse. Donc, ça peut se discuter. Mais il ne faut pas être dogmatique avec les névus et c'est vraiment sujet de discussion. Donc, voici des névus. Celui-là, il a été opéré parce qu'il avait un gros nodule sur le dos du pied. Nodule du névus. Mais autrement, il n'a pas été opéré. On ne peut pas opérer un pied comme ça. Et celui-là n'a pas été opéré. Celui-là n'a pas été opéré. Celle-là a été opérée très précocement. Je l'ai vu il y a 15 jours. Donc j'ai pris la photo pour vous. Et vous voyez l'effet, il est génial. Hein. Elle a été opérée très tôt par des chirurgiens plasticiens pédiatres. Et on voit le névus ici, un congénital. Donc là, il y a un petit loupé. Il reste des poils qui vont être repris par laser. L'effet esthétique est assez remarquable. Donc on a des névus de profond de grande taille, bon, qui ne posent pas trop de problèmes en pédiatrie, les fameux névus de haute taille qui vont toucher la région fronto-palpébro-temporo-conjonctivale. C'est surtout une surveillance ophtalmologique. Et le névus de Ito, qui est un névus de la région scapulaire, qui ne présente pas de particularité. Ce qu'on voit très souvent aussi, ce sont les taches mongoliques, notamment en Afrique du Nord, en Afrique et en Asie, pour lesquelles on ne fait rien, sauf dans des formes très très profuses où on peut se poser des questions. Bon, d'autres névus, rapidement, le névus de Reed qui apparaît dans l'enfance, qui est très inquiétant parce que c'est très vite une lésion très pigmentée. Le névus de Spitz, pareil, c'est un névus acquis en dôme qui inquiète, il est un peu rouge, on a du mal à faire le diagnostic. Celui-là, je l'ai enlevé honnêtement parce que, vous voyez, il avait un petit débord pigmenté qui m'inquiétait. Il faut savoir que les mélanomes de l'enfant, il faut considérer que ça n'existe pas sur peau normale, mais s'ils existent, ils se présentent comme ça, par des nodules rougeâtres avec des petits trous pigmentaires. Donc celui-là, je l'ai enlevé, c'était un névus de Spitz. Bon, le névus pilus sont des névus sur une tache café au lait, pas de danger particulier. Le halonévus, vous connaissez, c'est qu'on voit souvent avec le vitiligo. C'est une dépigmentation autour d'un névus qui peut entraîner une régression pigmentaire, comme on le voit assez bien ici. C'est un gros névus congénital qui est en train de disparaître progressivement. Donc d'autres beaucoup plus rares, mais pensez-y quand même. Celui-là, il m'a été adressé, c'est un collègue réanimateur qui me dit « je suis embêté, c'est le fils de mon... c'est quelqu'un de la famille, il a un névus congénital du dos et on va lui enlever chirurgicalement parce qu'il est gros. » Et en fait, ce n'était pas du tout un névus congénital. Donc, quand vous avez un petit doute sur ces lésions un peu étonnantes, elles sont pigmentées d'emblée, pileuses d'emblée, vous frottez dessus. Si ça gonfle, ce n'est pas un névus congénital. Et vous avez deux diagnostics de lésions pigmentées qui gonflent, l'amartome musculaire lisse et, plus classique, le mastocytome qui peut être exceptionnellement congénital, qui est plus souvent acquis dans les premiers mois de vie. Rapidement, l'amartome musculaire lisse, il est congénital, c'est une lésion amartomateuse, c'est une malformation des pans des muscles arrecteurs du poil. C'est souvent très clair, maculeux, et en fait, quand on palpe, il y a une petite infiltration, donc c'est en fait papuleux, même si on a l'impression à l'œil que c'est maculeux. Il peut y avoir des anomalies des annexes, c'est une maladie de l'appareil pilaire, et on peut avoir un pseudodarié. Bon, c'est dans les nuances sémiologiques de dermatologue, ce qu'on appelle un pseudodarié. Et plus l'enfant va grandir, c'est assez marrant, parce que quand il est stimulé, il peut y avoir des petites contractions musculaires et avoir ce qu'on appelle des mouvements verniformes, c'est-à-dire que la peau bouge. Donc c'est assez marrant. Et ça a un intérêt diagnostique. Voilà des exemples d'amartome musculaire lisse. Donc vous voyez, à peine visible ici beaucoup plus papuleux, et là, à peine visible, pigmenté. Le mastocytome, rapidement, c'est une tumeur acquise aux dépens des mastocytes qui est souvent plus orangée que pigmentée, mais donc qui peut être sombre sur peau pigmentée. C'est évolué par poussée des crives très longues. Il y a une lésion qui persiste et parfois elle gonfle, voire parfois elle devient bulleuse. Alors là, le diagnostic, il est très très facile à faire. On a souvent un aspect peau d'orange à la palpation et quand vous le stimulez, il peut y avoir un signe de Darier. Quand vous êtes sûr de diagnostic, ne le faites pas parce que si vous le stimulez et que ça donne une bulle, le lendemain, vous serez un peu embêté. Donc on ne le stimule pas systématiquement quand c'est aussi évident que ça. Là, ça ne peut être qu'un mastocytome. En général, c'est bénin, il n'y a aucune prévention à faire, on n'en a souvent qu'un et ça va disparaître avec le temps. Donc pas de traitement. Tache pigmentée unique acquise.
Il y en a plein, les lésions post-inflammatoires. On peut avoir des taches caffolées, des névus, des mastocytomes, des dermatoses en terre sèche, tout ça c'est acquis. Et là, c'était juste pour vous parler de l'amartome de Becker. L'amartome de Becker, ça peut être congénital et ça peut être acquis. Et quand c'est acquis, ça paraît souvent vers l'adolescence. C'est comme une tache café au lait, émiettée, qui souvent prédomine en scapulaire et qui très souvent à l'adolescence devient pileux. Alors c'est embêtant parce qu'on n'arrive pas à le traiter. Donc c'est pas une prolifération mélanocytaire, c'est une hypermélaninose. Donc on peut faire du laser, ça marche un peu, ça l'atténue s'il y a vraiment un fort retentissement. Pour les dermatoses des plis, la dermatose en terre sèche, l'eczéma, pensez-y, c'est la plus fréquente des hyperpigmentations des plis sur peau pigmentée. Et juste un mot sur l'acanthosis nigricans, qui est une dermatose pigmentaire acquise, qui va être plus volontiers orange, marron, très léger sur peau claire et beaucoup plus sombre pour peau pigmentée. Le terrain, il est caractéristique en général, c'est l'obésité et ou le diabète. C'est sur les plis, c'est un aspect papillomateux. Et les enfants sont source de moquerie, donc il faut vraiment les prendre en charge parce que ça fait sale, ça donne un aspect sale et c'est bien comme de vérifier que c'est pas de la crasse en plus. Mais c'est un retentissement social qui n'est pas négligeable. Donc ça se traite pas tellement bien. Moi, ce que je mets en général, ce sont des rétinoïdes locaux pour essayer de l'atténuer. Et c'est vrai que la réduction pondérale, l'équilibre du diabète semble aussi pertinent. Le laser peut être d'intérêt, mais si le facteur causal n'est pas traité, ça n'a pas un intérêt majeur. Hyperpigmentation éruptive, rapidement, il y en a plein. Un enfant qui n'avait rien, qui devient couvert de lésions pigmentées. Bon, on a les pigmentations post-inflammatoires, on a une poussée de psoriasis en goutte, pof, ça devient pigmenté au décours. L'urticaire pigmentaire, c'est une mastocytose éruptive, pensez au signe de Darrier. Le lichen plan pigmentogène, beaucoup plus rare, si vous l'évoquez, adressez-le au dermatologue, c'est vraiment difficile à gérer. La dermatose cendrée, en un mot, le pityriasis versicolore. Sur l'urticaire pigmentaire, ça a le même aspect sémiologique que les mastocytomes, donc plutôt orangé sur peau claire, plutôt sombre sur peau pigmentée, et on a un signe de Darrier. Quand on stimule une lésion récente, elle gonfle et donne une lésion un peu urticarienne. Le lichen plan pigmentogène, on va chercher des signes de lichen, et c'est très pigmentogène sur les peaux nord-africaines, africaines. Et il y a un retentissement social épouvantable, et si on loupe la phase inflammatoire, c'est très difficile à diagnostiquer. Donc on va rechercher d'autres lésions licheniennes, par exemple ici au niveau des plis des mains, on va rechercher un lichen endobuccal. Alors c'est vraiment un sujet à part, le lichen, mais pensez-y, c'est souvent un peu squameux, un peu papuleux, et avec un retentissement social épouvantable. La dermatose cendrée, c'est une dermatose qui est probablement dite paravirale, c'est-à-dire que les enfants font une virose, un petit érythème qui passe inaperçu, et on va avoir des séquelles pigmentées, ça apparaît à l'adolescence, c'est très long à disparaître et on n'a aucun traitement. Retentissement social épouvantable, alors ça se voit à peine, donc parfois on se dit, bon, mais ça fait sale, et la crasse, c'est socialement épouvantable. Bon, le PV, rapidement, plutôt pigmenté sur peau claire, plutôt clair sur peau pigmentée. Exceptionnellement, on peut avoir des pityriasis versicolores en nappe, comme ici, avec un aspect pigmenté. Et c'est ce qu'on va surtout observer ici, un aspect orangé plus que marron ou pigmenté. Rapidement, d'autres pigmentations post-inflammatoires. Vous avez une idée? C'était que sur une cuisse. C'est une dermite des chaufferettes à cause d'un ordinateur. Vous savez, l'ordinateur le moteur qui est d'un côté, ça chauffe la ventilation, et chez les jeunes qui l'utilisent de façon répétée, ils peuvent avoir cet aspect. Bon, ça, c'est plus rare, mais vous voyez, c'est une inflammation sur peau pigmentée, ce qu'on appelle une érythrokeratodermie variabilis, donc c'est une génodermatose très rare, qui donne ces plaques pigmentées qui durent dans le temps, qui ne sont pas très prurigineuses au début, qui le deviennent. Voilà, et il y en a plein, évidemment. Juste un mot sur les mélanonichies. Chez l'adulte, il y a une angoisse, c'est le mélanome. Chez l'enfant, le mélanome révélé par une mélanonichie, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous n'en verrez jamais statistiquement. Donc vous inquiétez pas trop. Elles peuvent être de plusieurs étiologies, ethniques, comme on l'a vu. Ça peut toucher les muqueuses, cette hyperpigmentation, la peau et les ongles. Elle peut être traumatique et mycosique. Alors ça, c'est très marrant. Vous le voyez ici, la petite pigmentation. C'est ce qu'on appelle une onychotrichie. C'est un follicule pileux qui est sous l'ongle, et le poil pousse. Donc vous pouvez couper le poil, vous pouvez arracher le poil, ça va repousser. Donc si on veut l'enlever, si c'est gênant, il faut opérer. Bon, les hématomes sous un guéot, et là on a l'association, un névus, pigmentation acquise très bien délimitée au niveau de la matrice, et un hématome. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un bon congrès.